Cultination, bonjour. Petite question avant de commencer. Que feriez-vous si vous partiez en vacances dans une autre ville de votre pays et que vous vous retrouviez subitement dans un tout autre pays? Je parie que ce genre de plan ferait plaisir à plus d'un. Mais dans la plupart des cas, on sera toujours un peu confus. Pire, je suis sûr que même les voyageurs les plus chevronnés et les plus fous seraient plus qu'étonnés si on leur disait qu'ils voleraient pendant près d'un demi-siècle. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est votre commandant qui vous parle. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cultination où nous parlerons d'une part de cet avion qui a disparu en 1955 et a atterri 37 ans plus tard, et d'autre part du vol 401 le plus mystérieux de l'histoire. Veuillez attacher vos ceintures et tâchez de nous suivre jusqu'à la fin pour avoir le maximum d'informations. Nous allons décoller tout de suite. Je vous souhaite un agréable visionnage. 37 ans de voyage, ouais, ça peut paraître fou et surréaliste. Le 2 juillet 1955, la météo était parfaite et favorable à un petit voyage. Les conditions normales de température et de pression étaient parfaitement réunies pour ce qui devait être une journée de voyage ordinaire pour les 57 passagers qui avaient hâte d'arriver et de se prélasser sur les plages, et 6 membres d'équipage à bord du vol Pan Am 914 qui était un Douglas DC-4. L'avion a décollé ce jour-là d'un aéroport de New York en direction de Miami en Floride sans aucun problème. Le vol qui devait arriver à Miami dans quelques heures n'a jamais atterri et était introuvable. Les radars de la tour de contrôle de Miami n'avaient aucun avion en vue et aucun signal de détresse n'avait été entendu. Personne à la tour de contrôle de New York n'a pu joindre le pilote. Et quand les autorités du trafic ont contacté la tour de New York, ils ont eu une réponse surprenante. Le vol 914 avait disparu des radars. Tout indiquait que l'avion était perdu. Les autorités étaient inquiétées suite à cette réponse, car la première chose à laquelle on penserait dans ce genre de situation serait que l'avion aurait fait un crash. Une enquête a donc été ouverte et tous les moyens étaient mis en œuvre pour le retrouver. La route de vol prévoyait que l'avion survolait une partie de l'océan Atlantique et la seule explication serait qu'il se serait crashé quelque part dans cette zone. Les équipes de sauvetage et les gardes-côtes ont sondé les eaux pendant des mois sans trouver ni épave, ni corps, ni bagages. Les enquêteurs sont alors arrivés à la conclusion que l'avion avait tout simplement crashé sans laisser de traces. Et malgré les nombreuses questions des proches, personne n'arrivait à dire réellement ce qui s'est passé. La compagnie, quant à elle, a indemnisé les parents des passagers. Le temps est passé, l'eau a coulé sous les ponts, les familles ont eu le temps de faire leur deuil. Le drame tombe dans l'oubli durant 37 ans. 37 ans plus tard. Mais le 21 mai 1992, alors que les travailleurs de la tour de contrôle de l'aéroport à Caracas au Venezuela étaient prêts pour une journée de travail ordinaire, ils remarquaient soudainement l'apparition d'un étrange point sorti de nulle part sur le radar. C'était comme si un nouvel avion venait d'apparaître d'un claquement de doigts. Les consultations répétitives des plans de vol de la journée ne mentionnent rien à propos de ce radar. Dans tous les cas, c'était plus qu'inhabituel. Les données étaient correctes et très vite, l'avion était visible à l'œil depuis la salle de contrôle. En regardant de plus près, ils ont conclu que c'était un très vieux modèle d'avion, le plus étrange survint plus tard. En effet, le pilote, tout en panique, contactait la tour et demandait ce qui se passait et où ils étaient. Le pilote a déclaré que c'était le vol Pan Am de New York à destination de Miami avec une équipe de 57 passagers à bord et 4 membres d'équipage. Le contrôleur de la tour de Caracas, témoin privilégié de ce retour miraculeux, s'appelait Juan de la Corte. Ne comprenant pas ce que faisait cet avion américain aussi loin de son parcours, il reprend la conversation avec le pilote qui semble aussi désarçonné que lui. « Êtes-vous perdu? Vous êtes à 1800 km de votre lieu d'atterrissage. » Le pilote peine à comprendre et Juan de la Corte enfonce le clou. Vous êtes à Caracas, au Venezuela, et vous n'avez pas d'autorisation pour atterrir. À ce moment-là, le contrôleur comme le pilote comprennent que la situation est parfaitement anormale. Le pilote, surtout, a l'air complètement perdu et répète « Mais que s'est-il passé ?» Mais ce n'est rien à côté du choc qui l'attend lorsqu'il va demander la date. Juan de la Corte lui donne immédiatement. Aujourd'hui, nous sommes le 21 mai 1992. Le pilote lui fait répéter d'une voix de plus en plus paniquée et se met à répéter « Oh mon Dieu! Oh mon Dieu !» Juan de la Corte fait de son mieux pour le calmer et lui demande toute son attention pour réussir son atterrissage. Il lui promet que le personnel au sol va être mobilisé pour leur porter assistance. Lorsque l'avion atterrit enfin, les techniciens de l'aéroport n'en croient pas leurs yeux. C'est une pièce de musée volante qui se présente à eux, mais dans un état quasi neuf. Des agents de sécurité montent à bord de l'appareil.
Ils sont abasourdis en découvrant un équipage et des passagers aussi étonnés qu'eux, avec des uniformes et des vêtements datant des années 50. Ils vérifient les documents des passagers et découvrent que toutes ces personnes sont montées à bord de l'avion le 2 juillet 1955. De toute évidence, 37 ans plus tard, aucune d'elles n'a vieilli. Mais durant tout ce temps, où était cet avion et tous ces gens? Comment l'avion a-t-il pu voler sans carburant? Comment ont-ils tous survécu? Ont-ils été victimes d'un phénomène temporel? Alors que le personnel de l'aéroport voulait commencer à organiser le débarquement de l'avion, le pilote intime l'ordre à son équipage de retourner dans l'avion et dit aux agents de sécurité de ne pas les approcher. Il annonce alors « Nous y retournons » et fait refermer les portes de l'avion. Les équipes au sol auront le temps de voir les visages effrayés des passagers, collés contre les hublots. L'avion se met en mouvement, le pilote ouvre sa fenêtre et lance au dehors sur le tarmac ce qui ressemble à un papier cartonné. Puis l'avion amorce sa manœuvre, se présente sur la piste sans autorisation et disparaît à nouveau. Mais pour de bon. Les agents au sol examineront le document qui a fait tomber le pilote. C'est un calendrier de l'année 1955. 3 autres avions ont immédiatement décollé pour essayer de le rattraper. Mais comme la première fois, il avait encore mystérieusement disparu. Il a atterri quelques heures plus tard à l'aéroport international de Miami. Le personnel de l'aéroport était émerveillé, et cela malgré toutes les questions qui se posaient encore. Quand tous les passagers sont descendus de l'avion, il s'en suivit quelques heures d'interrogation pour comprendre ce qui s'était vraiment passé. Il reste cependant de nombreuses questions sans réponse. L'avion qui a atterri 37 ans plus tard était toujours en bon état et les passagers n'avaient pas du tout vieilli. Ces événements ont suscité beaucoup d'intérêt. Certains pensent que l'avion aurait fait un voyage dans le temps à travers le triangle des Bermudes. Canular ou réalité? D'où sort cette histoire incroyable? Cette histoire est ressortie en 2020 sur Twitter lorsqu'un membre du réseau social a raconté comment un avion disparu en 1955 aurait atterri en 1992 au Venezuela. Avant lui, en 2019, un vidéaste amateur avait déjà posté sur YouTube une vidéo sur le même sujet, avec plus ou moins les mêmes éléments narratifs qui avaient été vus des centaines de milliers de fois. Dans les deux cas, les diffuseurs admettent avoir du mal à croire une telle histoire. Mais ils entretiennent suffisamment de flou pour nourrir le doute chez les internautes les plus enclins à croire n'importe quoi. Eux-mêmes ajoutent des informations de leur cru, disant par exemple que tout le monde valide l'information, les médias américains comme les médias vénézuéliens, sans préciser lesquels bien entendu. Sur la toile, on s'en donne à cœur joie pour tenter d'expliquer cette incroyable réapparition, digne d'un roman de science-fiction. Certains, plus affûtés, dressent un parallèle entre cette histoire et la série télévisée américaine The Manifest qui raconte le retour un jour de 2018 du vol 828 de la Montego Air reliant la Jamaïque à New York et disparu 5 ans et demi plus tôt. L'histoire devient virale alors qu'aucun média n'en parle. Toute l'histoire du vol est bien évidemment un canular du début à la fin, tiré d'un magazine satirique américain. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas récent. En réalité, on doit le récit de l'avion disparu qui revient 37 ans plus tard à l'imagination fertile des rédacteurs d'un tabloïd parodique et satirique américain, le Weekly World News. Cet hebdomadaire, qui eut en son temps sa cohorte de fans, a été publié entre 1979 et 2007. À l'époque, tout son contenu était composé d'articles imaginaires volontairement absurdes avec des photos retouchées, voire carrément inventées pour l'occasion. Les sujets, souvent débiles, étaient parfois de mauvais goût. L'histoire du vol 914, que l'on peut retrouver aisément dans les archives du Weekly World News en ligne sur Google Books, a été publiée plusieurs fois, avec à chaque fois des ajouts et des modifications. On la trouve pour la première fois dans l'édition du 7 mai 1985, avec un avion qui atterrit à Caracas le 9 mars de la même année. 5 ans plus tard, le journal remet ça, avec un avion qui atterrit cette fois-ci le 9 septembre 1990. Rebelote dans un numéro de 1993 où la date d'atterrissage est, cette fois, le 21 mai 1992. Dans la dernière version de 1999, la date reste celle du 21 mai 1992. Et ce sera celle-ci qui sera retenue par les deux auteurs sur YouTube et Twitter. Restons dans le même registre d'avions mystérieux pour parler cette fois du vol le plus mystérieux de l'histoire. Le vol 401 le plus mystérieux de l'histoire. Le 29 décembre 1972, le vol 401 de la compagnie américaine Eastern Airlines survole la région marécageuse des Everglades en Floride aux États-Unis. Le pilote, le capitaine Bob Loft, est aux commandes accompagné du John Stock Hill et Donald Louis Repo. En plus de ces 3 hommes, 10 autres membres d'équipage accompagnent les 163 passagers.
À 23h33, comme d'habitude, le Lockheed L-1011, qui était à l'époque considéré comme un avion de dernière génération, entame sa descente sur l'aéroport international de Miami. C'est alors que l'équipage du vol remarque un problème au train d'atterrissage. Deux explications possibles, soit le train d'atterrissage n'est pas sorti, soit l'ampoule est grillée. Les pilotes effectuèrent à nouveau la manœuvre, mais la lampe verte resta éteinte. Le commandant de bord prévint alors la tour de contrôle de Miami qu'il remettait les gaz et abandonnait l'atterrissage, le temps de vérifier. Le contrôleur aérien leur demanda de rejoindre un autre circuit d'attente. Pendant que les pilotes démontaient la lampe, le mécanicien Don Repo s'introduit dans la trappe sous le cockpit pour savoir ce qui n'allait pas sous le cockpit. 50 secondes après avoir atteint une altitude un peu plus haut, le commandant de bord demanda à son copilote de mettre le pilote automatique. Alors qu'il atteint les 250 pieds, une alarme censée signaler cette perte de hauteur doit s'enclencher. Il n'en est rien. Les enregistrements des boîtes noires le démontreront plus tard. Lorsque le vol 401 se trouve à 30 mètres du sol à peine, une alerte d'urgence retentit enfin. Trop tard, 10 minutes après les ennuis de train d'atterrissage, l'avion plonge dans les marécages de Floride. L'avion entraîna avec lui la mort de 101 personnes, dont les 3 membres d'équipage. A priori, rien de mystérieux dans cet accident. Et pourtant, mystère il y a dans ce qui devait survenir après la catastrophe. Retour des morts. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais d'étranges événements se sont déroulés par la suite. En mars 1973, soit 3 mois environ après le crash du vol 401, un autre Tristar est sur le point de s'envoler afin de rallier Miami. 1 heure avant le décollage, le commandant et son acolyte se rendent dans le cockpit, mais ils ne feront jamais décoller l'avion. Ils affirment avoir aperçu un autre pilote, déjà installé à bord. Une discussion commence entre les 3 hommes et l'équipage affecté au vol en question pense que le pilote déjà aux commandes s'est trompé d'appareil. On demande à l'homme installé au poste de pilotage de décliner son identité et à ce moment précis, il va se passer quelque chose de totalement surnaturel. Le commandant de bord et son copilote diront que l'homme s'est dématérialisé littéralement sous leurs yeux. Il a disparu purement et simplement. Une vingtaine d'autres témoins, du personnel navigant ou non, auraient corroboré les faits et affirment avoir vu des fantômes. Ceux de Robert Loft et du mécanicien Don Repo du vol qui avait plongé dans les marécages de Floride. Grandement perturbés par ce qu'ils viennent de vivre, ils firent purement et simplement annuler le vol New York-Miami, sans aucune explication donnée au personnel, car la compagnie souhaitait étoffer l'affaire. Quelques semaines plus tard, le phénomène va se reproduire. Lors d'un nouveau vol, un autre incident va permettre de crédibiliser le premier témoignage et surtout donner un nom à cette apparition. Cette fois, la personne qui va vivre l'expérience inédite est un des plus hauts dirigeants de la compagnie. Elle va encore se passer dans un Tristar. Quand il prend place en business bien avant le reste des passagers, l'homme va avoir la surprise de constater qu'il n'est pas seul. Un autre homme est déjà assis en première. Intrigué, il va constater que ce n'est pas un civil, car il porte un uniforme de pilote. Interrogé suite à l'incident, il racontera que quand il s'est approché de la personne, il a eu la surprise de découvrir quelqu'un qu'il connaît bien, le capitaine Robert Loft, en personne. Rien d'extraordinaire si ce dernier n'était pas mort depuis 3 mois. Précis, il dira dans son témoignage que Robert Loft l'aurait même salué juste avant de se dématérialiser et de disparaître. La compagnie commence à prendre très au sérieux cette histoire, mais souhaite toujours garder tout cela secret. Malgré toutes les précautions, la rumeur court au sein du personnel navigant. Une autre fois, une hôtesse de l'Eastern Airlines aperçoit un homme en uniforme de pilote assis en première classe. L'hôtesse ne se souvient pas l'avoir vu monter à bord. De plus, l'homme ne répond pas à ses questions. Qui donc est cet homme ? Elle vérifie la liste des passagers et s'aperçoit qu'il n'y figure pas. Elle lui dit que son nom n'est pas sur la liste et qu'il doit y avoir une erreur. Curieuse de son identité, et alors que les autres passagers s'installent dans l'avion, elle va chercher le capitaine. Car après tout, vu qu'il porte l'uniforme de la compagnie, le pilote devrait certainement la reconnaître. Quand il voit cet homme, il murmure « Mon Dieu, c'est Bob Loft, le capitaine du vol 401 ». Le problème, c'est que cela fait 17 mois que Bob Loft a disparu dans le crash du vol 401. C'est à ce moment que l'homme disparaît. Aussi étrange soit-il, ces apparitions sont loin d'être uniques. Au cours des années qui suivirent, on signala à maintes reprises des réapparitions mystérieuses des membres de l'équipage. C'était comme si le spectre revenait pour s'amender de quelques fautes. Après des enquêtes, Eastern Airlines a découvert un détail curieux. Chaque appareil concerné par l'apparition du commandant et du mécanicien avait reçu une pièce réutilisée de l'appareil du vol 401. Le pseudo-fantôme de Bob semblait particulièrement préoccupé par la sécurité des vols et aurait réparé un circuit de four défectueux à une occasion. Dans d'autres cas, il a signalé un incendie potentiel et une fuite hydraulique.
Une autre fois, des mécaniciens et le pilote d'un avion purent voir un homme faire le tour de l'avion durant une inspection. L'homme dit qu'il n'y avait pas de vérification à faire car il venait de le faire. Les hommes reconnurent Bob Loft. La compagnie aérienne était un peu sceptique vis-à-vis des personnes qui ont signalé les observations et leur a suggéré de demander un conseil psychiatrique aux frais de la compagnie. Néanmoins, sceptique ou non, la compagnie aérienne a retiré toutes les parties récupérées du vol 401 de l'avion dans lequel elles avaient été embarquées. Les observations paranormales auraient pris fin avec cela. Des témoins incluent des pilotes, divers membres du personnel d'Eastern Airlines et leurs passagers. Bien que la compagnie ait passé sous silence certains récits faisant état de l'apparition des membres de l'équipage sur d'autres vols, la légende du vol 401 reste vivace. Tous ces phénomènes nous rappellent la très célèbre série Manifest, la série télévisée américaine. Pour vous résumer la série, lorsque le vol Montego Air 828 a atterri en toute sécurité après un vol turbulent mais routinier, l'équipage et les passagers ont été soulagés. Mais en l'espace de ces quelques heures, le monde avait vieilli de 5 ans. Et leurs amis, famille et collègues, après avoir pleuré leur perte, avaient perdu espoir et étaient passés à autre chose. Maintenant, face à l'impossible, ils ont tous une seconde chance. Mais au fur et à mesure que leur nouvelle réalité devienne claire, un mystère plus profond se dévoile et certains des passagers de retour réalisent bientôt qu'ils peuvent être destinés à quelque chose de plus grand qu'ils n'auraient jamais cru possible. En définitive, on pourrait s'amuser de ces deux belles histoires, extravagantes et rocambolesques de bout en bout, qui échappent à toute notion de bon sens. Elles sont dignes d'une imagination débordante et d'un film Nollywood. Encore aujourd'hui, il existe des gens sincèrement convaincus que ces histoires sont authentiques et réelles. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin et n'hésitez pas à nous donner vos impressions en commentaire. Et surtout n'oubliez pas le like qui nous revient et partagez la vidéo afin que nos amis qui croyaient en la véracité de ces histoires puissent décroire, on va dire. Allez, à très bientôt sur Cultination.